Le journaliste Adama Gaye n'oubliera pas de sitôt son arrestation, qu'il semble toujours considérer comme une tentative d'enlèvement ou même plus. Le séjour carcéral qui s'en est suivi ne l'a pas pour autant découragé ou désarmé, car Adama Gaye a encore enfoncé le président Macky Sall, son frère Aliou Sall et l'homme d'affaires Franck Timis avec de nouvelles révélations fracassantes sur les ressources pétrolières et gazières du Sénégal qui, persiste-t-il, ont été détournées et le peuple sénégalais spolié, des propos tenus sur le plateau du grand jury de RFM que nous vous proposons d'écouter. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour ne plus rien rater, d'aimer et de partager cette vidéo pour permettre à d'autres de la voir. J'ai été arrêté le 29 juillet 2019, des photos minées, tôt à l'aube, comme ça se faisait, du temps des autocraties est-européennes, du temps des grandes dictatures, du temps de la chasse aux sorcières d'Edgar Hoover ou du sénateur McCarthy aux États-Unis, du temps du stalinisme pur et dur, du temps des tracts hitlériennes. On est venu chez moi à 6 heures du matin, taper à ma porte. Si je n'avais pas eu le réflexe d'écrire qu'on est venu chez moi pour me prendre et que je me portais bien, peut-être que je serais parmi les gens qui ont disparu dans la nature. J'aurais été jeté au milieu de l'océan. Si bien que le patron de la DIC, la division des investigations criminelles, quand il m'a vu, il m'a posé la question, mais vous avez averti le monde entier. J'ai rigolé. Parce que ne l'aurais-je pas fait qu'aujourd'hui on ne parlerait de moi qu'au passé composé. Alors, je suis parti en exil parce que arrêté dans des conditions illégales, détenu dans des conditions illégales, et libéré sans accusation qui puisse tenir la route, je me suis dit, ma sécurité n'était pas garantie. D'une part, parce que la raison qui était avancée pour m'arrêter, ce sont mes écrits. Mais mes écrits étaient fondés en raison. Ce que j'avais écrit tenait la route. J'avais parlé de la prédation de nos hydrocarbures. À ce moment-là, l'État du Sénégal voulait faire un roadshow pour vendre les derniers blocs pétrole-gazier dont nous disposions. Et j'avais dit, en matière de pétrole et de gaz, quand les enjeux politiques sur le sol ne sont pas résolus, quand il y a des tensions politiques sur le sol, il faut éviter de toucher au sous-sol, aux ressources du sous-sol. C'est ça la règle qu'on enseigne partout. Et donc, d'avoir écrit ça, du part, et d'avoir rappelé les frasques de Macky Sall indéniables, ça pouvait tout au plus me valoir une convocation en bonne forme, une interrogation, peut-être des remontrances, mais de là à me prendre et à l'heure qui suit, de m'amener à la DIC et après de me jeter dans une cellule, puis le lendemain ou le surlendemain de me jeter dans une chambre de prison avec plus de 100 personnes, toutes choses entre parenthèses que j'ai détaillées dans le livre que j'ai publié, qui s'appelle Otage de l'État, dont la recension à ce jour n'a pas été faite dans la presse sénégalaise, et pourtant, c'est l'une des meilleures ventes des éditions L'Harmattan, qui m'a à nouveau recommandé à la fin de l'année à leur public. Tout cela m'a poussé à dire ma sécurité n'était plus garantie. Bien qu'à ma sortie de prison, j'ai tenu à faire, à mes risques et périls, des interviews pour rappeler ce qui s'était passé, et que je sois allé sur la tombe de mes parents à Touba, et que je sois allé voir le calife des Mourides, qui, je pense, avait mis en garde ceux qui voulaient m'arrêter en leur disant « Vous courez un grand risque en l'arrêtant ». Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas droit. Ils l'ont fait, et ça s'est retourné contre eux, parce que je suis sorti. Ce qu'ils ne voulaient pas que le monde sache, le monde entier le sait. Dans mes écrits, il y a quelques jours, pas plus tard que mardi dernier, j'étais sur la BBC télévision et la BBC radio, et je veux parler de ça. Le monde entier sait. Ce qu'ils voulaient cacher, c'est que je ne pouvais pas rester dans un pays où on peut se permettre de prendre quelqu'un et de le jeter en prison et de le juger de l'État ayant la légitimité de la violence publique, mais l'ayant dévoyé. Je ne pouvais pas me permettre de courir ce risque-là parce que c'était un combat illégal. Et donc, je suis parti sur cette base-là. N'y a-t-il pas eu trop d'affabulation autour de cette affaire Petrotim, puisque la justice sénégalaise a débuté une enquête qu'elle a arrêtée et elle a enterré le dossier parce que certainement
il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, non? Non, excusez-moi, je recuse cette démarche. La justice sénégalaise couchée, devriez-vous dire, a essayé d'enterrer ça. C'est pas de ce qu'on enterre. Monsieur Aliou Sall et monsieur Franck Timis ont pris les ressources du Sénégal et ont pris des royalties en avance. La BBC, qui n'est pas une petite chaîne, a dit qu'il y a 6 000 milliards CFA qui se sont partagés. J'ai moi-même parlé avec le PDG de la British Petroleum, Bob Dudley à l'époque, lors d'une conférence à Londres. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment la British Petroleum, qui est une grande entreprise, qui doit être gouvernée par des normes de gouvernance et de compliance, de respect, de règles de gouvernance, comment British Petroleum a pu se coltiner avec une figure aussi problématique que les Franck Timis. Je rappelle que Franck Timis est la personnalité qui a connu la plus lourde amende de la bourse de Londres. Et Aliou Sall, quand l'affaire a éclaté, même son frère, dans son entourage, on m'a rapproché, a tout fait pour qu'il lâche le morceau, qu'il retourne l'argent qu'il a pris. Si c'est un petit, c'est mon petit frère, c'est mon cadet. Il n'y a pas de problème à titre personnel, mais c'est un escroc, excusez-moi du terme. Parce que ce qu'il a fait là, c'est spolier les ressources du Sénégal. Et il n'y a aucune justice instrumentalisée, ne pas l'enterrer. C'est un dossier qui sera remis sur la table et on en reparlera. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, à Genève, il y a des procès qui sont en cours contre les personnalités du régime de Yahya Jammeh en Gambie. C'est une jurisprudence qui s'établit. On va ouvrir le dossier. Ce sont les ressources du pays. Il ne faut pas dire que c'est des affabulations, c'est des faits. Pensez-vous qu'en Grande-Bretagne, qu'on s'amuse avec ça? S'il y avait vraiment matière à dire qu'il y a corruption, vous pensez que cette affaire-là va se limiter juste sur le territoire sénégalais, que les Anglais n'auraient pas cherché eux aussi à enquêter, à voir s'il y a eu vraiment des faits de corruption dans cette affaire-là? Mais vous donnez aux Britanniques une probité qu'ils n'ont pas. N'oublie pas que la réputation, la dénomination des Britanniques, c'est la perfide Albion. Ils sont perfides, ils sont un peuple crapuleux. Ne l'oubliez pas qu'ils ont colonisé pratiquement de l'Afrique à l'Inde, des espaces entiers de la planète, et qu'ils en ont tiré profit. Ils ont pratiqué à travers Lord Lugard, qu'il a appliqué, je pense bien, à Hong Kong, puis au Nigeria, la règle du diviser pour régner. Non. Les Britanniques ne sont pas un modèle de honnêteté et de probité. Tout au contraire. Et je vous dis que j'ai personnellement interpellé le président et le vice-président de British Petroleum à Londres, à l'hôtel Intercontinental. Et à la suite, on a débarqué le PDG de British Petroleum. Souvenez-vous que British Petroleum est habitué de ce genre de choses. De sorte qu'en l'an 2010-2011, quelque chose comme ça, quand il y a eu l'explosion de sa plateforme pétro-gazière sur la côte du golfe de Guinée, et que sa plateforme Macondo a explosé avec donc les travaux qui étaient faits par une structure japonaise transocéan, BP était condamné à payer par les États-Unis 31 500 milliards CFA, 63 milliards de dollars. Après, ils sont venus sur les côtes ouest africaines où il n'y a pas autant de rigueur pour essayer de déployer le pouvoir. Non, le British Petroleum n'est pas un modèle en matière de respect des normes de gouvernance. La preuve, même à ce jour, dans la gestion du champ gazier Grande Tortue à Imihem, qui est unitisé entre le Sénégal et la Mauritanie, British Petroleum vient de donner le marché du contenu local à une firme britannique, Petrofac, qui est probablement une officine
du MI5, qui sont les services de renseignement britanniques, comme d'ailleurs le gouvernement sénégalais a laissé Bechtel et autres firmes affiliées à la CIA contrôler les marchés d'infrastructures au Sénégal. Non, il ne faut pas véritablement se laisser impressionner par British Petroleum. C'est les entreprises d'exploitation des ressources des pays sous-développés. C'est pour ça d'ailleurs que en 1960, des pays qui en avaient des ressources comme l'Arabie Saoudite, le Venezuela, l'Irak, le Koweït et l'Iran avaient créé le cartel dit OPEC pour pouvoir contrôler, n'est-ce pas, les ressources émanant de leur terre et de leurs entrailles maritimes. Donc il ne faut pas leur donner comment dirais-je, un blanc-seing, une carte blanche. Non, c'est pas des modèles, au contraire. Parce que la côte ouest africaine commence à révéler ces ressources-là. On a vu en 2007, après près de 100 ans, le Ghana découvrir son champ éléphantesque jubilé. Et donc, pour le Sénégal, c'est tout à fait normal qu'on puisse en découvrir. Le problème sur les ressources en hydrocarbures, c'est toujours la même problématique, la même question qui se pose. Est-ce que nous sommes visités par quelque chose qui nous aide à nous sortir de la pauvreté en faisant de ces ressources une bénédiction, ou est-ce que nous tombons dans la catégorie des pays où les découvertes de pétrole et de gaz n'ont mené qu'à une malédiction, vers plus de pauvreté, plus de corruption, vers plus d'inflation, vers plus, n'est-ce pas, de recul de ce pays-là. Dans la première catégorie, vous savez qu'il y a la Norvège, il y a les Émirats arabes unis, il y a même l'Arabie saoudite, mais vous avez, à contrario, d'autres pays qui ont ces ressources-là, que ce soit le Venezuela, que ce soit le Nigeria, que ce soit l'Angola et plus d'autres pays africains où les ressources naturelles n'ont pas mené à de grandes avancées sociales, à plus d'équité, à une distribution honnête de la manne des ressources d'hydrocarbures. Donc, dans le cas du Sénégal, qu'on ait découvert ça, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, si on regarde l'évolution depuis la découverte du pétrole et du gaz en 2014, en 2012, il y avait de la prospectivité, comme on dit dans le jargon, mais 2014, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des tensions à n'en plus finir. Je vous ai dit tantôt que British Petroleum vient de donner ce qui devait revenir au contenu local à une firme qui est dans le renseignement pratiquement Petrofac, 600 milliards qui vont échapper à des sociétés sénégalaises. Mais plus grave, c'est que la corruption est partout. C'est que déjà, avant même l'exploitation du pétrole et du gaz, ce que nous allons en tirer, c'est des cacahuètes. Il faut dire aux Sénégalais, pour qu'ils le sachent, qu'avant même l'exploitation de nos hydrocarbures, nous les avons perdus. Ce que nous allons en recevoir, c'est une quantité négligeable. Peut-être qu'on va gagner 200, 300 milliards CFA par an. Ce n'est rien, n'est-ce pas? Comparé à ce que nous aurions pu gagner si l'État avait bien négocié, si nous avions mis en place dès le départ des conditions pour que la ressource découverte au Sénégal bénéficie d'abord au Sénégal. Tel n'a pas été le cas. Ailleurs dans le monde, si vous prenez des pays comme la Norvège, quand ils ont découvert leurs ressources, ils ont mis en place un code de l'exploitation de ces hydrocarbures. Ce qu'on appelle value addition, la valeur ajoutée sur leur sol, l'emploi national, la création de fonds de souveraineté, la stérilisation de devises tirées du pétrole, les investissements ailleurs pour éviter qu'il y ait de l'inflation importée à cause de ça. Ça a permis à la Norvège d'être l'une des locomotives de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Ça a été le cas avec l'Arabie saoudite, avec le cheikh Zayed, les Émirats arabes unis, qui ont utilisé ces ressources-là pour faire des Émirats arabes unis un modèle. Tout le monde voit ce que ces Émirats, Abu Dhabi, Dubaï, sont devenus. Vous regardez le Qatar. Si on vous entend parler comme ça,
On va se dire peut-être que notre compagnie pétrolière publique, Petrosen, ne deviendra jamais comme la Saudi Aramco ou d'autres compagnies, même sur le continent africain. Écoutez, d'abord, il faut savoir que si on fait le benchmark, la comparaison, il faut comparer ce qui est comparable. Nous devions nous comparer avec, par exemple, la NNPC du Nigeria, Nigerian National Petroleum Corporation, ou alors avec Ghana National Petroleum Corporation, NNPC. Eux, ils sont en train de faire dans l'exploration. Si vous allez au Nigeria, ils font dans ce qu'on appelle le local content. Plus de 80% des ressources sont contrôlées par les populations locales. Les multinationales laissent progressivement le terrain, y compris même dans l'exploration, à des firmes comme les Oando et autres qui font ça. Dans le cas de l'Arabie Saoudite dont vous parlez, même Saudi Aramco est en train de faire ça mieux. Saudi Aramco a vendu 5% de son capital dans la bourse pour essayer d'investir dans l'après-pétrole. Parce qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite sait que les énergies fossiles sont les énergies du XXe siècle, à la limite. Ça, Macky Sall ne veut pas entendre parler. Il est contre cette guerre contre les énergies fossiles. Il l'a déclaré partout. Et il a raison peut-être. Mais Macky Sall ne veut pas entendre parler parce que aussi, Macky Sall veut s'accrocher au train du passé. Il ne comprend pas les tendances lourdes. On ne peut pas arrêter la marche de l'histoire avec du verbiage. Aujourd'hui, les énergies qui sont celles qui comptent le plus, ce sont les énergies vertes. Les énergies où les pays africains ont encore plus d'atouts. Par exemple, le solaire, l'éolien, le géothermal ou encore l'hydroélectricité. Voilà où les gens orientent les investissements. Une nouvelle ère s'ouvre pour le Sénégal à partir de cette année 2024 avec l'exploitation du pétrole et du gaz, deux ressources qui peuvent bien sortir ce pays du lot des PPE, pays pauvres et endettés. Tout ce que le peuple sénégalais souhaite, c'est qu'elle soit bien gérée et que les contrats d'exploitation soient des contrats gagnant-gagnant.